tous. Dans ce webinaire organisé par le MEDEF Gironde et dédié aux aides publiques, dédié plus particulièrement aux actualités et aux opportunités 2021. Donc, je suis Anne Solve, directrice du bureau sud-ouest d'ABF Décision, qui est une société de conseil en financement public. Et donc, je vais un petit peu vous présenter ce que je vais détailler aujourd'hui. Alors évidemment, je vais rapidement présenter ABF Décision et notre ingénierie d'aide publique, mais nous allons ensuite rentrer dans le vif du sujet. Et donc nous verrons donc d'abord qui sont les financeurs publics que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, qui gèrent ces différentes enveloppes et qui peuvent accompagner vos projets. Nous verrons ensuite quelles sont les thématiques de projets valorisables, quelles aides peuvent être sollicitées et comment finalement mener ces démarches de demande d'aide publique. Et puis, évidemment, je ferai un focus sur le plan de relance, sur les fonds européens aussi, sur voilà, un petit peu les nouvelles données 2021 par rapport à ce qu'on a pu connaître ces derniers mois. Et enfin, pour illustrer le propos et faire le lien avec des projets concrets que vous pouvez être amené à mener, je vous présenterai des cas clients, voilà, des projets d'entreprise que nous avons véritablement accompagnés. Alors, en quelques mots, ABF Décision, c'est une société qui a 18 ans d'expérience sur cette thématique de recherche et d'optimisation des aides publiques. Notre siège social est à Tours et nous avons également 3 implantations à Paris, Nantes, Bordeaux. Et donc moi, je pilote cette antenne bordelaise qui intervient sur le sud-ouest. Nous sommes une PME de 52 collaborateurs et nous intervenons sur toute la France métropolitaine aujourd'hui. Pour en finir avec les chiffres, l'année dernière, nous avons finalisé un peu plus de 300 missions pour lever 110 millions d'euros d'aide publique pour le compte de nos clients. Donc notre métier, plus précisément, c'est quoi? C'est évidemment d'identifier toutes les possibilités d'aide publique quand on prend connaissance du domaine d'activité, de la stratégie d'une entreprise et de ses projets. Alors généralement sur les 2-3 prochaines années, on essaye de vous pousser à vous exprimer voilà, le plus loin possible pour pouvoir identifier tous les dispositifs mobilisables et construire véritablement une stratégie de financement public. Une fois qu'on a finalement prévu ce plan d'action, nous allons gérer toutes les étapes opérationnelles de saisine des financeurs publics, de rédaction des dossiers de demande d'aide publique, et nous allons piloter ce processus d'instruction de dossier au contact des financeurs publics. Une fois que l'aide est attribuée, il faut encore suivre son contrat d'aide publique, demander des acomptes, différents versements jusqu'au solde final de l'aide. Et donc, on intervient encore voilà, dans cette étape de suivi de dossier jusqu'à potentiellement l'accompagnement en cas de contrôle. Voilà, sachez que si vous bénéficiez d'une aide publique, vous pouvez être contrôlé directement par le financeur public ou contrôlé par une commission interministérielle ou d'autres niveaux de contrôle qui vont regarder si le financeur public a bien géré ses enveloppes et ses instructions de dossier et si votre projet à vous s'est déroulé de la bonne manière. Alors, je précise que nous travaillons au contact de nombreux réseaux partenaires sur toute la France, des sociétés d'ingénierie, des réseaux bancaires, un certain nombre de MEDEF territoriaux. Et sachez que dans le cadre de notre partenariat avec le MEDEF Gironde, nous proposons des conditions tarifaires préférentielles pour les adhérents du MEDEF. Alors, si on rentre un petit peu plus voilà, dans le contenu de ce webinaire et si on commence à défricher un petit peu ce sujet d'aide publique, si on doit finalement rassembler les thématiques de projets valorisables en 3 grandes thématiques aujourd'hui, on peut évidemment mobiliser des aides publiques sur tout ce qui relève de la recherche et développement et de l'innovation. Donc on en parlera en détail un petit peu plus loin dans ce webinaire. Il sera important de comprendre que ce n'est pas que les notions de recherche et développement et d'innovation ne font pas état des mêmes typologies de projets. Et donc, avant de solliciter des dispositifs d'aide publique, c'est important de savoir où on se situe et quelle est la nature de son projet.
La deuxième thématique qui est très accompagnée dans le cadre des aides publiques, c'est la thématique de l'investissement. Alors nous, quand on parle d'investissement, c'est évidemment d'investissement productif, mais c'est également tout ce qui peut concerner les impacts de vos projets d'investissement. Donc tout ce qui peut concerner la formation des salariés, l'amélioration des conditions de travail, les sujets d'économie d'eau et d'énergie ou d'économie circulaire, évidemment le recrutement aussi des équipes que vous allez devoir voilà, mobiliser dans le cadre de vos développements. Donc voilà, on est sur une thématique finalement qui est assez large et qui peut concerner tout un tas d'aspérités qui permettent de lever des dispositifs spécifiques. La troisième thématique qui permet d'aller lever des aides publiques, c'est la thématique du développement à l'international. Donc évidemment, tout ce qui est la constitution de vos équipes dédiées à l'export, toutes les missions de prospection, tous les frais que vous allez engager pour identifier les marchés cibles et mener des actions de prospection à l'international, et éventuellement aussi tout ce qui peut concerner la préparation à une future implantation à l'étranger. Alors maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le cadre général réglementaire, on va voir rapidement qui sont les grands financeurs que vous pouvez rencontrer. Alors en premier lieu, ce sont les financeurs institutionnels, et là je pense que vous les connaissez tous. Ça va être sur le bloc de gauche la Commission européenne, alors soit en direct sur la gestion de certains dispositifs qui sont particulièrement dédiés à l'innovation, à la recherche et à la compétitivité de l'Union européenne dans le monde. Donc, on va retrouver notamment un très grand programme qui s'appelle Horizon 2020 et qui permet d'aller accompagner de la recherche scientifique, des projets d'innovation collaboratifs, des projets d'innovation de PME à très fort potentiel de marché, avec par exemple le dispositif EIC Accelerator. Vous avez aussi tout un bloc de fonds européens qu'on appelle les fonds européens stratégiques. Donc, c'est le FEDER, le FEADER, le FSE, le FEAMP, qui est dédié, lui, plutôt à la pêche et aux affaires maritimes. Et ces fonds-là, ils ont la particularité d'être gérés en délégation, en fait, par l'État français ou par les conseils régionaux. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec des enveloppes qui vont avoir la complexité des fonds européens, mais malgré tout avec des services instructeurs qui sont un petit peu plus en proximité. Et ça, c'est aussi intéressant. Sachez que cette année, nous sommes sur un démarrage de nouveaux programmes européens. Alors ces programmes, ils sont toujours établis sur une période de 7 ans. Et donc là, on entre dans le programme 2021-2027, ce qui veut dire qu'on va retrouver un certain nombre d'enveloppes disponibles. Et on est sur des enveloppes qui sont conséquentes. Sur une région comme la Nouvelle-Aquitaine, un programme européen avec l'ensemble des fonds, c'est plus d'1 milliard d'euros, donc c'est conséquent. Notre bloc central concerne les aides étatiques. Et là, la nouveauté depuis l'année dernière, c'est le tampon France Relance. Alors, ce programme France Relance qui comprend à peu près 100 milliards de budget, en fait, il regroupe des programmes et des dispositifs qui existaient déjà, qui pour certains, pour la plupart, ont été abondés, ont été renforcés, mais vous allez retrouver dans ce bloc tout un tas d'appels à projets et de dispositifs qui existaient déjà, en fait. En complément, vous allez retrouver les nouveaux appels à projets du plan de relance qui sont particulièrement dédiés aux projets stratégiques, aux projets de rebond stratégique des entreprises. Et là, je rentrerai un petit peu dans le détail tout à l'heure. Nous ferons un focus sur certains appels à projets et surtout sur la logique de ce plan de relance pour que vous compreniez un petit peu quelle est la stratégie derrière. En complément de ces 100 milliards du plan de relance, nous allons retrouver le 4e programme investissement d'avenir. On est sur la 4e génération. Et là, on est finalement sur un programme qui est un petit peu la déclinaison française du programme dédié à la recherche et à l'innovation que j'exposais tout à l'heure au niveau de la Commission européenne. Ce programme-là, il fonctionne exclusivement sous forme d'appel à projets, avec des appels à projets qui peuvent être nationaux et des appels à projets depuis 2 ans maintenant qui sont aussi régionalisés.
Ces appels à projets, ils concernent les sujets d'innovation. Ils peuvent être dédiés à des programmes collaboratifs ou au soutien du coup de projets collaboratifs dans des filières stratégiques, mais ils permettent aussi à des PME qui ont des projets d'innovation et des projets qui sont quand même déjà d'une certaine volumétrie, d'aller chercher ces enveloppes spécifiques. Le dernier cliquet au niveau de l'État, c'est évidemment tout ce qui concerne la fiscalité de l'innovation, le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation, les statuts spécifiques, par exemple, de jeunes entreprises innovantes. Voilà, tout ce qui relève de la fiscalité de la R&D innovation. Maintenant, je passe à mon bloc de droite, qui concerne les budgets des régions en premier lieu, mais aussi les autres aides territoriales. Donc, depuis la loi NOTRe de 2014, les conseils régionaux sont devenus chefs de file en matière économique. C'est le premier interlocuteur à solliciter quand on a des projets. Mais sachez en complément qu'il y a des poches d'aide publique encore dans les agglomérations, par exemple les métropoles, les communautés de communes, dans les départements pour certaines thématiques de projet, même si le département est beaucoup plus en retrait qu'avant sur le soutien aux entreprises. En Nouvelle-Aquitaine, vous êtes dans une région qui est très bien pourvue au niveau du budget régional et au niveau des dispositifs d'aide aux entreprises à la région. C'est une région qui est très offensive en matière d'accompagnement des entreprises. Alors, vous savez que les élections régionales se profilent, elles devraient avoir lieu au mois de juin, donc voilà, les choses peuvent évoluer dans les prochains mois, mais l'environnement, il est plutôt très favorable dans la région. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je vais laisser quand même une minute pour vous permettre de la poser à l'écrit ou d'intervenir à l'oral. Alors, je poursuis. Donc, à côté de ces financeurs institutionnels, nous allons retrouver aussi d'autres organismes publics et parapublics qui peuvent gérer des appels à projets, des dispositifs. Et là, on va être dans une logique qui est beaucoup plus thématique. C'est-à-dire que là, on est sur des financeurs qui ont des priorités stratégiques précises. BPI France, c'est très clairement le soutien à l'innovation et au développement international. L'Agence Innovation Défense, c'est le soutien des projets qui, en général, ont une application duale, civile et militaire. L'ADEME, c'est tout ce qui peut concerner l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, l'économie circulaire. France Agrimaire, c'est tout ce qui peut concerner le soutien aux entreprises agricoles et en aval aux entreprises de l'agroalimentaire sur certains projets. L'Agence de l'eau, c'est évidemment la maîtrise de la pollution de l'eau douce et aussi tout ce qui peut concerner les économies d'eau, etc., etc. Là, je vous ai listé 5 agences avec lesquelles nous, on travaille toutes les semaines, mais il y en a une trentaine au total. Ce qu'on a pu voir dans le cadre du plan de relance, donc là, on est sur des agences qui avaient déjà des dispositifs d'aide publique depuis très longtemps, qui se poursuivent dans le cadre du plan de relance. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu des dotations complémentaires sur un grand nombre de ces dispositifs et que finalement, on a des budgets un peu plus extensibles sur la période. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder d'un petit peu plus près ces 3 thématiques qui permettent d'aller chercher de l'aide publique et de comprendre comment on doit présenter un projet d'innovation, quels sont les principaux dispositifs en jeu et quelle est la logique derrière tout ça. Donc, je reviens à mes notions de R&D, recherche et développement, et innovation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur 2 choses différentes. La recherche et développement, c'est vraiment une notion de rupture avec l'état de l'art. C'est-à-dire que vous avez un projet à mener. Je prends un exemple, un projet de développement de nouveaux produits. On va dire que vous êtes fabricant de produits propres, et vous avez un projet de ce type-là. Et dans le cadre du développement de votre nouveau produit, vous vous retrouvez face à des difficultés techniques. Vous voulez peut-être apporter de nouvelles fonctions à votre produit, utiliser d'autres matériaux, et vous êtes face à des difficultés techniques et scientifiques. Vous avez besoin de mobiliser du temps de vos équipes sur ce projet-là. Vous avez besoin de mobiliser des compétences externes et vous n'avez pas les réponses techniques rapidement
ou même en allant consulter les experts du domaine. Donc, vous allez devoir véritablement mobiliser des travaux de recherche et développement. Là, on est dans le cas où finalement, on ouvre ses droits au crédit impôt recherche. Ça, c'est la première chose. Sachez en complément que le crédit impôt recherche, c'est l'aide publique à l'innovation la plus élitiste, à la fois sur la prise en compte des dépenses et à la fois sur le caractère innovant des projets. Donc, quand on est éligible au crédit impôt recherche, on est forcément éligible à beaucoup d'autres aides publiques sous forme de subventions, de prêts publics à taux zéro. La notion d'innovation, elle relève plutôt de la rupture avec l'état de marché. Dans le cadre de votre projet, vous allez vous différencier notamment de la concurrence par l'ergonomie des produits, par, encore une fois, les matériaux, voilà, tous ces aspects-là. Et là, c'est vraiment finalement ce qui existe sur le marché qui va permettre de justifier du caractère innovant du projet. Quand on est dans ce cadre-là, on travaille sur des produits, qu'ils soient matériels ou immatériels, on peut mobiliser du crédit impôt innovation. Mais quand on travaille sur des sujets comme ça d'amélioration, de différenciation par rapport à ce qui existe, on peut aussi bénéficier de beaucoup d'autres aides publiques, ce qui veut dire que, je prends un exemple concret, une entreprise par exemple qui est dans je sais pas, qui fabrique des huisseries, des portes, des fenêtres, des baies vitrées, et qui va développer un procédé industriel amélioré par rapport à ce qu'elle faisait avant, qui va peut-être utiliser des procédés de traitement de surface ou du coup des ingrédients dans ses peintures différents, qui va retravailler sur le design de ses produits. Elle pourrait très bien justifier du caractère innovant des projets et aller chercher par exemple des subventions sur le sujet. Vous voyez les taux d'intervention publique qu'on retrouve en bas de slide. C'est pour vous donner une idée de ce qui peut être mobilisé. Quand on est une grande entreprise, au-delà de 250 salariés, on est plutôt en subvention sur un potentiel de 25% en subvention sur ce type de projet. Quand on est une petite entreprise, on est plutôt à hauteur de 45%. Et quand les projets sont collaboratifs, on bénéficie de bonifications. On travaille avec des partenaires, on partage à la fois le coût du projet, les travaux à réaliser, on va partager les fruits du projet. Donc là, on va avoir des bonifications. Une fois qu'on sait où on se situe, est-ce que je fais de la R&D, est-ce que je fais de l'innovation, on va pouvoir construire son budget. Le budget, dans tous les cas, il va pouvoir, finalement, ça va être l'ensemble des dépenses que vous allez mobiliser pour mettre au point votre innovation. Donc c'est évidemment du temps passé de vos équipes, c'est aussi certainement des prestations externes que vous allez mobiliser, à la fois peut-être de centres techniques, sur des sujets de normalisation, sur des sujets de test, mais ça va être aussi vos partenaires industriels peut-être que vous allez pouvoir mobiliser. Et vous allez aussi pouvoir présenter les consommables, les matières premières que vous avez utilisées pour mettre au point vos innovations, les dotations aux amortissements de votre outil de production parce que pendant que vous innovez, vous ne produisez pas, etc. etc. Évidemment, les frais de propriété industrielle aussi. Donc voilà un peu comment se construit un budget pour un projet de R&D innovation. Est-ce que certains ont besoin de précision sur ce sujet-là? Ok, donc j'avance. Donc une fois qu'on a son budget, qu'on connaît les volumétries, on va pouvoir identifier les dispositifs qui sont pertinents. Alors les dispositifs, il en existe énormément. Là, je vous ai listé ceux qu'on peut vraiment nous mobiliser tous les jours, qui sont les plus connus. Et c'est pour vous montrer surtout euh, la philosophie derrière le choix ou l'identification d'un dispositif. Vous avez en abscisse finalement les différentes étapes d'un projet d'innovation. La première étape de formulation, on travaille sur le concept, on travaille sur vraiment voilà, la formulation du projet. Les étapes de faisabilité,
avant vraiment d'avancer dans le projet, de se dire oui, on va prototyper, on va mettre des moyens pour réaliser voilà, une première version, etc. On va d'abord éprouver la faisabilité technique, commerciale, juridique, économique du projet. Et en général, ça c'est une première étape très importante qui se finit par un go-no-go sur la suite. Et puis derrière, vous avez ces étapes de prototypage, de réalisation de pré-série, de pré-industrialisation. Et jusqu'en pré-industrialisation, on considère qu'on est dans un projet de R&D innovation, qu'on peut présenter les dépenses à ce titre. Vous avez en ordonnée le budget. Et là, évidemment, en fonction du budget qu'on va mobiliser, on ne va pas aller sélectionner les mêmes dispositifs. Donc ici, vous allez retrouver des dispositifs habituels. En premier lieu, le crédit impôt recherche, qui va permettre de couvrir quelque part l'ensemble des étapes de projet jusqu'à la pré-industrialisation. Donc le crédit impôt recherche, c'est un crédit d'impôt de 30% sur vos dépenses de R&D. Le crédit impôt innovation, il est limité aux PME et il est limité à 80 000 € par an. Et vous allez en complément trouver des dispositifs qui sont dédiés à ces étapes de faisabilité, qui sont dédiés aux étapes suivantes. Vous le voyez, il y a des couleurs différentes. Les couleurs, elles sont liées à la forme de l'aide publique. Vous avez dans les dispositifs que je vous présente des dispositifs en subvention que vous retrouvez en vert. Vous avez des dispositifs qui fonctionnent sous forme d'avance remboursable. Donc là, c'est un prêt public à taux zéro qui sera remboursé. Et vous avez des dispositifs sous forme d'avance remboursable en cas de succès. Là, si jamais le projet, vous n'arrivez pas à le réaliser tel que vous l'avez prévu, ou il y a un échec technique, le prêt se transforme en partie en subvention. Et vous avez des dispositifs qui mixent la subvention et les avances remboursables en cas de succès. Dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, par exemple, on est toujours sur un mix subvention, avance remboursable en cas de succès. Dans le cadre, en ce moment, des dispositifs d'aide à l'innovation du Conseil régional, on est plutôt sur des dispositifs sous forme de subvention. Et vous allez retrouver des dispositifs pour les très forts budgets de type Horizon 2020, EIC Accelerator, qui est un dispositif qui permet d'aller chercher jusqu'à 2,5 millions en subvention, et aussi de l'equity. Mais là, on est sur des projets qui sont évidemment à très fort potentiel de marché, à très fort caractère innovant, avec un taux de sélection qui est très important. Je vais maintenant poursuivre sur la thématique de l'investissement. Alors, si on doit un petit peu segmenter voilà, les thématiques de projet pour que vous vous y retrouviez, il y a d'abord le sujet de l'immobilier d'entreprise. Alors, c'est une thématique qui est moins bien accompagnée qu'avant. Un certain nombre de financeurs se concentrent aujourd'hui plutôt sur le soutien aux investissements productifs que le soutien à l'immobilier. Mais malgré tout, notamment dans le cadre de la transition écologique, on retrouve des gisements d'aide publique sur tout ce qui peut concerner des bâtiments à haute performance environnementale, donc des bâtiments qui seraient conçus au-delà des réglementations actuelles. Là, vous avez des appels à projets, bâtiments du futur, vous avez des certificats d'économie d'énergie qui peuvent être mobilisés, vous avez des dispositifs aussi qui permettent de soutenir les innovations dans la construction. Voilà, vous allez retrouver tout cela. En complément, sur des projets un peu plus classiques d'immobilier, et surtout pour les PME, sachez qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a la possibilité d'aller chercher un cofinancement sur du bâtiment avec les fonds européens, notamment avec les fonds FEDER. Et là, comme on retrouve des budgets en cours de l'année sur ces sujets-là, ça peut être intéressant. Je fais un petit focus sur l'OCM de France Agrimaire. Là, on est sur un dispositif qui est dédié du coup plutôt à l'agriculture et à l'agroalimentaire et qui permet là aussi d'aller chercher un soutien sur l'immobilier. Je pense par exemple à des domaines viticoles que nous on a pu accompagner où voilà, on a travaillé sur des projets de ce type-là.
Sur les investissements de production, là, vous allez trouver un grand nombre de dispositifs. Encore une fois, c'est non exhaustif ici. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction de l'âge de la société, est-ce que vous êtes une jeune société, est-ce que vous êtes une société mature, en fonction du domaine d'activité et en fonction du caractère plus ou moins stratégique du projet, vous allez trouver différents dispositifs. Mais aujourd'hui, sont accompagnés tous les sujets de modernisation industrielle, tous les sujets d'usines du futur, notamment les projets de digitalisation des entreprises, à la fois liés par exemple à la mise en place de RP ou de la gestion interne de l'entreprise, jusqu'à ce que ça puisse concerner la production, mais aussi des aides à la transformation digitale dans le cadre des relations clients-fournisseurs. Par exemple, il existe en ce moment des dispositifs mobilisables pour la mise en place d'un premier site web marchand, voilà, sur ce type de thématique-là. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les taux d'aide publique qu'on peut mobiliser, ils sont en fonction de beaucoup de critères. Vous avez un zonage des communes qui est négocié avec la Commission européenne et qui fait que quand on a un projet sur Pessac et Mérignac, on n'a pas forcément le même taux d'aide publique maximum comme ça sur le papier. Et vous avez encore une fois derrière certains impacts projets, des réglementations spécifiques qui peuvent être mobilisées. J'y reviendrai un peu dans la slide d'après parce que je vais faire un focus particulier sur toutes les aides environnementales qui ont pris maintenant beaucoup d'ampleur. Sur le sujet de l'emploi-formation, sachez qu'il existe des aides au recrutement quand vous allez créer des postes particulièrement stratégiques pour la société. Exemple, vous recrutez un premier responsable qualité, vous recrutez un premier responsable développement à l'international, vous recrutez un premier responsable R&D. Et puis sachez que si vous avez des programmes de création d'emplois qui sont significatifs en termes de nombre de postes créés, en général c'est plus d'une dizaine de postes, vous pouvez aussi voilà, aller chercher des aides aux investissements liés aux emplois. Ça peut être intéressant. En complément, il existe plein de petites choses un peu particulières qu'on peut mobiliser, des fonds de revitalisation qui sont des fois mis à disposition par des grandes entreprises qui ferment des sites sur les territoires. Je vous donne un exemple, il y en a un en place avec Ford sur Blanquefort qui permet d'accompagner des projets de PME qui se développeraient sur le territoire. Sur le sujet des conditions de travail, tous les projets qui permettent de réduire l'accidentologie, qui permettent d'améliorer les conditions de travail en général des salariés, par exemple des projets qui concernent l'ergonomie des postes, des investissements d'aspiration pour certaines activités, peuvent émarger à des aides spécifiques de la CARSAT sur ce sujet. Alors maintenant, on va poursuivre avec les dispositifs qui sont liés à la mieux-disance environnementale. Et on voit depuis 3-4 ans vraiment une montée en puissance de ces dispositifs. Alors à la fois, vous allez retrouver des aides publiques qui sont vraiment dédiées au soutien d'éco-activités, de filières, à la mise en place, en fait, au développement de filières spécifiques qui concernent ces sujets de protection d'énergie verte, d'économie de la ressource, etc. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même dans les dossiers que j'évoquais précédemment, qui sont plus classiques, il y a de plus en plus de critères environnementaux dans la notation des dossiers. Je pense là encore beaucoup au dossier de France Agrimaire pour les domaines viticoles, où vous avez une note environnementale sur les choix techniques que vous mobilisez dans le cadre du projet. Cette note, elle compte 12 points sur 20, donc ça devient vraiment un enjeu de valoriser les démarches qu'on peut mener au niveau de l'impact environnemental de ces projets. Donc là, vous allez retrouver tout un tas d'appels à projets, pour la plupart qui vont être gérés par l'ADEME, qui est évidemment un interlocuteur privilégié sur ces sujets, qui peuvent concerner la substitution de l'énergie fossile par des énergies renouvelables, qui peut concerner l'efficacité énergétique des entreprises industrielles, donc tous les investissements qui peuvent concourir
à la diminution de la consommation de matières premières dans les process industriels, qui peuvent concourir à la diminution de la consommation d'énergie dans le cycle de production, qui peuvent permettre aussi de valoriser les sujets de réduction des gaspillages. Par exemple, vous avez des appels à projets qui soutiennent particulièrement la mise en place de filières de valorisation des coproduits, des déchets, etc., etc. Voilà, je ne vais pas encore une fois détailler tous les dispositifs parce qu'il y en a beaucoup, donc je vous laisse encore une fois un temps pour me questionner si vous avez voilà, si vous souhaitez des compléments d'information à ce stade. Ok, donc je poursuis sur la dernière thématique, le développement à l'international. Là, vous voyez, qu'est-ce qui est accompagné sur ce sujet-là? Tout ce qui concerne le recrutement des équipes dédiées au développement à l'export, tout ce qui peut concerner les investissements que vous allez mobiliser pour prospecter, et tout ce qui peut concourir à la préparation d'une implantation à l'étranger. Donc là, vous allez retrouver des dispositifs sous différentes formes. Vous allez retrouver l'assurance prospection de BPI France, qui fonctionne, on va dire, comme une avance remboursable. Vous allez voir aussi beaucoup de dispositifs sous forme de subventions. Et donc là, d'une manière générale, vous avez un programme de développement à l'export à mener, on va dire, sur les 2 prochaines années, qui va concerner différents pays cibles. Donc là, il va falloir vraiment présenter un programme bien organisé. Il va falloir cibler les pays et s'y tenir. Et là, vous pouvez présenter, en termes de dépenses, des frais de mission, des frais d'inscription à des salons, des envois d'échantillons, des expertises, du conseil juridique, commercial, pour vous accompagner dans vos démarches. Voilà, beaucoup de dépenses de ce type-là. Et là, c'est en fonction de la maturité de l'entreprise à l'international que vous aurez droit plutôt à des dispositifs qui vont être limités en termes de montant et qui sont dédiés aux primo-exportateurs, et à des dispositifs qui sont plus conséquents et qui sont dédiés aux exportateurs confirmés. J'illustre ça en Nouvelle-Aquitaine, au niveau du conseil régional. Pour une entreprise, par exemple industrielle, qui fait déjà plus de 10% de chiffre d'affaires à l'export, vous pouvez potentiellement aller chercher 100 000 € en subvention sur un programme de prospection sur 24 mois. Et vous pouvez en complément, si vous recrutez votre premier directeur à l'export, aller chercher une subvention qui peut aller jusqu'à 50 000 € et qui est liée au brut chargé du salaire sur la première année. Alors maintenant, je vais revenir sur quelques règles d'or qui sont très importantes et qui s'appliquent à tous les dispositifs d'aide publique et sur lesquels aujourd'hui, quand on n'a pas en tête ces points-là, souvent on peut se retrouver face à un échec. La première chose, je reviens à ce que je vous disais au départ hein, sur les réglementations d'aide publique et le cadre européen, c'est de bien savoir où on se situe par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport à son secteur d'activité. Là, vous n'êtes pas éligible à toutes les réglementations et donc il faut absolument savoir déjà faire un premier tri dans votre stratégie de financement public là-dessus. Je reviens un peu aux tailles d'entreprise. Vous avez 3 cliquets aujourd'hui qui vont, en termes de taille d'entreprise, qui vont avoir un impact à la fois sur l'éligibilité à certains dispositifs, tout bêtement. Des fois, quand on n'est plus une PME, on n'est pas éligible à certains dispositifs, et qui vont avoir surtout un impact sur les taux d'intervention qui vont vous être proposés. Quand vous êtes une petite entreprise, moins de 10 millions de chiffre d'affaires ou moins de 10 millions de total actifs et moins de 50 salariés, vous êtes sur le segment, la taille d'entreprise qui est le mieux accompagné. Plus vous êtes petit et plus vous êtes aidé. Quand vous avez un effectif entre 50 et 250 salariés, vous êtes une moyenne entreprise. Vous devez aussi, en complément, faire moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou moins de 43 millions d'euros de total bilan, de total actif. Et là, vous avez des taux d'aide publique qui vont être un petit peu en diminution par rapport aux petites entreprises, mais globalement, vous avez droit au même dispositif.
Quand on est au-delà des 250 salariés et des 50 millions de chiffre d'affaires ou des 43 millions d'euros de total actif, on est considéré comme une grande entreprise. Ce qui des fois est un peu pénalisant parce qu'évidemment, quand on est une ETI de 300 personnes, on n'a pas les mêmes capacités à monter ses projets et à les sécuriser que quand on est une multinationale. Mais les règles en Union européenne, elles sont les mêmes. Là, l'enjeu, quand on est une grande entreprise, et nous on travaille là-dessus tous les jours, c'est vraiment de faire ressortir les impacts projets. Si vous êtes une grande entreprise et que vous avez un projet d'investissement, si vous allez voir un financeur public en lui disant ça, j'ai un projet d'investissement, je dois acheter des machines, ça va me coûter 2 millions d'euros. Le financeur, globalement, il ne va pas avoir beaucoup de solutions d'aide publique à vous proposer. Par contre, votre projet, s'il est lié au développement d'une nouvelle gamme de produits, à des sujets d'efficacité énergétique dans vos process industriels, s'il est lié à des sujets de relocalisation d'activités ou autres, là, on peut peut-être trouver des réglementations d'aide publique qui permettront d'aller chercher des montants significatifs. Il y a un autre point sur l'éligibilité qui est fondamental, c'est la question de la situation financière. La quasi-totalité des dispositifs d'aide publique en subvention vont être plafonnés au montant des fonds propres de la société bénéficiaire. On parle bien de fonds propres et pas uniquement de capitaux propres. Ça se travaille, cette optimisation des fonds propres pour certains projets. Par exemple, si on a la capacité d'apporter des comptes courants d'associés bloqués sur la période de l'aide publique, on peut optimiser son niveau de fonds propres. Voilà, il y a des choses à faire, mais c'est une question qui va être primordiale et du coup qu'il va falloir se poser très vite. L'autre sujet très important, c'est le timing. L'aide publique, elle doit être incitative. Si on considère qu'elle n'a pas d'impact sur la décision de réalisation du projet ou sur la manière dont vous allez conduire le projet, on considère que ça n'a pas de sens de vous accompagner. Cette incitativité, pour les PME, elle est simplement démontrée par le fait que vous demandez l'aide avant de lancer votre projet. Ça veut dire concrètement que si vous avez un projet d'investissement, vous devez envoyer un formulaire de demande d'aide sur des dispositifs classiques, recevoir au financeur public, donc vous l'envoyez au financeur public, vous recevez un accusé-réception. Et à réception de cet accusé, le financeur vous autorise à démarrer votre programme et en même temps vous transmet un courrier de demande de subvention à compléter. Mais à ce stade-là, vous avez le droit de signer vos devis, de passer commande, de démarrer votre projet. Sur tous les dispositifs qui fonctionnent sous forme d'appel à projet, c'est encore plus contraignant puisqu'il faut remettre un dossier complet à l'appel à projet pour candidater avant de démarrer son projet. Là, vraiment, je vous alerte là-dessus. Ça veut dire qu'au moment où vous êtes sur la décision finale de lancement d'un projet, c'est vraiment là qu'il faut se poser la question de solliciter l'aide publique. Après, ce sera trop tard. L'optimisation du budget, ça c'est complètement corrélé avec ce que je vous disais sur les fonds propres. C'est-à-dire que si vous avez un projet d'1 million d'euros qui pourrait sur le papier, au niveau de la réglementation, appeler 30% de cofinancement public, mais que vous n'avez que 100 000 euros de fonds propres, il vaut peut-être mieux phaser votre projet, aller chercher un dispositif au taquet des 100 000 euros sur une première phase et aller chercher des dispositifs qui prennent le relais par la suite. Là, il y a vraiment, encore une fois, toute une stratégie qui peut être faite sur la présentation des projets et l'horizon temporel qu'on va vouloir valoriser. Et la dernière chose, c'est la sécurisation du dossier. Alors, je reviens sur un principe aussi qui est important. L'aide publique, elle n'est pas automatique. Un financeur public, c'est complètement à ses discrétions. Il peut tout à fait accompagner une entreprise A et décider de ne pas accompagner une entreprise B. Il n'y a pas de caractère automatique à l'aide. La deuxième chose, c'est qu'une aide publique, je vous ai expliqué toutes ces réglementations complexes, le financeur, il va devoir justifier à chaque étape, même au versement de l'aide, qu'il a bien respecté tous les critères de la réglementation européenne. Ça veut dire que pour verser l'aide, il va falloir avoir des justificatifs, il va falloir mobiliser des contreparties à l'aide publique. Donc, quand vous avez une aide publique qui vous est attribuée, vous recevez un contrat d'aide publique. Et ce contrat, il faut le lire. Il va préciser les conditions de versement de l'aide.
Donc, vous avez systématiquement une première tranche de l'aide qui est versée au démarrage du contrat. Et ça, c'est quand même très intéressant. Vous avez cet effet cash au démarrage dans tous les cas. Et vous avez ensuite souvent différents jalons, 1 ou 2 acomptes, un solde. Et là, sur ces étapes-là, il faudra transmettre des justificatifs comptables et financiers, il faudra transmettre des mémoires d'avancement du projet. Je vous parlais des contreparties. La contrepartie d'une aide publique, ça peut être à minima de communiquer, en fait, de faire une publicité sur le fait que vous avez bénéficié de l'aide. Ça se fait par exemple sur un bâtiment par l'apposition d'un logo du financeur public. Ça peut se faire sur votre site internet. Ça doit se signifier à vos salariés. Et ça peut être aussi de maintenir durant une certaine durée les investissements dans l'entreprise. Ça peut être aussi une obligation de moyens de créer des emplois, etc., etc. Un contrat de financement public, c'est un contrat. Donc, ça peut se négocier. Et ça aussi, je vous alerte dessus. Ça peut se négocier le jalonnement des versements. Ça peut se négocier des conditions de fonds propres. Des fois, pas forcément au démarrage du projet, mais avec des cliquets. Voilà, ça peut se discuter. Je fais une petite pause pour vous laisser le temps éventuellement de me questionner sur tous les points qu'on a vus avant que je fasse un petit focus sur le plan de relance. Alors j'avance. Hop. Alors le plan de relance. En quelques mots, vous avez vu en début d'année dernière la première étape du plan de relance, le volet urgence, où là la logique de l'État, bah, ça c'est les PGE, c'est le fonds de solidarité, ce sont toutes ces mesures-là qui étaient vraiment faites dans une logique défensive pour préserver les ressources de toutes les entreprises impactées par la crise. Aujourd'hui, on est dans un moment qui est différent. Alors ces dispositifs-là, ils se poursuivent, mais où les 100 milliards que j'évoquais au début, ils sont vraiment mobilisés dans une logique d'organiser un rebond durable. Donc, ce sont des enveloppes qui sont mobilisables sur des projets. Il va falloir présenter des projets de rebond, il va falloir présenter des dépenses, et ce sera sur ces dépenses-là que ces dispositifs seront assis. En synthèse, les 100 milliards, ils sont éclatés sur 3 grandes thématiques. Une grande thématique écologie, voilà, transition écologique, une grande thématique compétitivité et une grande thématique cohésion sociale. Avec des subtilités, par exemple, tout ce qui peut concerner l'avion vert, la filière hydrogène, et principalement dans le volet écologie et pas dans le volet compétitivité, etc., etc. Donc ce matin, comme j'essaye de rester sur un support synthétique et qu'on a beaucoup de choses à voir, je n'ai pas décliné toutes les thématiques et tous les budgets par thématique, mais sachez que les budgets sont déjà complètement fléchés sur chaque thématique. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez une grande thématique sur la relocalisation d'activités, le soutien des filières stratégiques françaises. Donc là, on est vraiment dans la logique de soutenir les projets qui permettent de renforcer la souveraineté nationale, de gagner de l'indépendance par rapport à certaines filières, à certains produits ou secteurs d'activité pour lesquels on a vu qu'on était très dépendant. Là, on sait qu'on a 600 millions sur les 2 années qui sont voilà, sanctuarisés sur cette thématique-là. Alors, donc nous, on a beaucoup expérimenté ces dossiers plan de relance depuis le mois de septembre. Aujourd'hui, on les connaît bien. Ce qu'on peut vous dire et qui va perdurer, c'est quand même cette logique du premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire qu'on est sous forme d'appel à projet. La candidature peut se faire sur une certaine période qui s'est un petit peu rallongée là, puisqu'en fait, on était plutôt sur des ouvertures d'appel à projet sur 2 mois et demi l'année dernière. Là, c'est un petit peu plus long, mais avec la difficulté qu'on voit que les budgets sont déjà très consommés. Donc il y a quand même un enjeu à déposer son dossier le plus tôt possible. Et nous, en termes de stratégie, ce qui nous semble pertinent, c'est que les entreprises se posent, formalisent, identifient tous les projets qu'elles ont dans les tuyaux sur les 2-3 prochaines années, et qu'ensuite elles puissent identifier et travailler sur l'appel à projet qui sera le plus pertinent. Il ne faut pas non plus se jeter sur le premier appel à projet qui sort. Il y a malheureusement beaucoup de déçus.
Et on voit qu'il faut bien cibler le dispositif, mais c'est vraiment un moment là, propice pour que vous puissiez formaliser votre feuille de route des 2 prochaines années. Et pourquoi? Parce qu'on a des possibilités réglementaires qui sont plus importantes qu'à l'habitude. Ça, je vais le détailler un petit peu. Et qu'on a, au regard de tout ce qui existait déjà, il n'y a pas que le plan de relance dans la vie, il y a les fonds européens, il y a les aides régionales, il y a les dispositifs investissements d'avenir qui existaient déjà. Mais en plus, on a ces 100 milliards, donc j'ai envie de dire que le moment, il est complètement propice au dépôt de dossier. La logique du plan de relance, c'est quoi? C'est de permettre à des projets qui étaient dans les tuyaux de ne pas être reportés et d'assurer une continuité dans du coup, le déroulement des projets stratégiques des entreprises. Ce qui veut dire que les dossiers, les projets qu'on peut présenter au plan de relance, il faut qu'ils soient matures, il faut qu'ils soient bien ficelés au plan technique, au plan financier, au niveau du plan d'affaires, les services de l'État quand même challenge beaucoup les entreprises sur ces aspects-là, et au niveau des impacts des projets. Ces appels à projets, ils sont très sélectifs. Le plus sélectif de tous, c'est l'appel à projet résilience. On a à peu près, là, depuis le début, 4% de lauréats sur cet appel à projet. Sur les autres appels à projet, on est plutôt autour de 17 à 19%. Donc ce sont les projets qui vont avoir le plus d'impact économique, le plus d'impact en termes d'emploi, le plus d'impact en termes de développement des savoir-faire, de souveraineté nationale, qui vont être retenus. Je vous parlais du cadre réglementaire particulier. En complément de toutes les réglementations qui existaient déjà, la quarantaine de réglementations que j'évoquais au début, vous avez aussi une réglementation nouvelle qui s'appelle le régime temporaire Covid-19, qui a été adopté par la Commission européenne l'année dernière. Ce dispositif, il permet de soutenir des projets d'investissement et des projets d'innovation jusqu'à 80% d'aide publique. Donc on est bien au-delà des plafonds classiques qu'on peut rencontrer sur ce type de projet. Vous le voyez dans le petit tableau qui est sur la slide, vous allez retrouver les principaux taux d'aide publique mobilisables sur ces thématiques d'innovation et d'investissement. L'aide aux investissements industriels qui est mobilisable sur toutes les communes, c'est maximum 30% pour une petite entreprise, 20% pour une moyenne et 10% pour une grande entreprise. Avec le régime Covid, on peut sur les mêmes projets potentiellement aller chercher, jusqu'à fin 2020, c'était 800 000 euros jusqu'à 80% de taux de cofinancement public. Cette année, ce régime Covid a été modifié, il a été déplafonné jusqu'à 1,8 million et il est mobilisable jusqu'à la fin de l'année. Ce qui veut dire qu'encore une fois, dans l'établissement de vos calendriers de projet, là, il peut vraiment y avoir un intérêt dans le cadre de l'établissement de votre feuille de route à se poser des questions sur le lancement de certains projets que vous voyez peut-être aujourd'hui sur le deuxième semestre 2021, voire sur le dernier trimestre. Il peut y avoir un enjeu à formaliser vos plans de projet plus rapidement pour peut-être mobiliser ce type de dispositif. Aujourd'hui, dans les principaux appels à projets du plan de relance, l'État n'a pas encore fait les modifications pour aller jusqu'au 1,8 million. On est souvent encore sur ce curseur de 800 000 euros. Par contre, si vous faites par exemple partie d'un groupe, que vous n'êtes plus une PME, que vous avez différentes entités juridiques dans votre groupe, l'État est plutôt favorable dès à présent à ce qu'il y ait plusieurs tickets de 800 000 euros mobilisables sur chacune des filiales. Donc ça, c'est une première chose. Et on pense qu'il va y avoir certainement une évolution là-dessus pour que ces 1,8 million soient mobilisables sur certains appels à projets. Ce qui veut dire qu'en termes de stratégie, on est sur des plans de relance qui sont très sélectifs, avec des taux, je crois que je les ai ensuite, voilà, avec des taux de sélectivité qui sont importants. Il faut absolument, dès le démarrage, penser à la recyclabilité de ces dossiers si vous candidatez sur un appel à projet plan de relance. Il faut avoir un plan B, il faut avoir un plan C.
Et là, la bonne nouvelle, c'est que le contexte, il permet vraiment d'avoir des deuxièmes, troisièmes solutions sur un échec plan de relance. Et nous, on travaille toujours dans cette logique-là. Et aussi, sachez que ce qu'on a pu voir, nous, sur nos succès plans de relance 2021, sur ceux qui sont sortis là, depuis le mois de janvier, c'est qu'on voit que, vous le savez, hein, les enveloppes de l'État, elles sont très entamées sur ces dispositifs. Il y a des dispositifs, là, pour l'instant, qui sont fermés. Par exemple, il y avait un dispositif dédié à la transformation digitale des entreprises qui est géré par l'Agence de services et des paiements, qui a été entièrement consommé dès la fin 2020. Pour l'instant, il est fermé, ce dispositif. On ne sait pas s'il va réouvrir. Voilà, ce qu'on peut voir depuis le début de l'année, c'est que l'État commence à saupoudrer un petit peu plus ses interventions et qu'au lieu d'aller sur des tickets de 800 000 euros, ce qu'on pouvait voir nous en fin d'année dernière, il commence plutôt à aller sur des tickets de 200 300 000 euros sur certains projets en invitant les entreprises à aller chercher du cofinancement ailleurs. Donc vous allez vous retrouver beaucoup plus qu'avant dans le cas de toute façon de devoir travailler sur l'articulation de plusieurs dossiers pour aller chercher le maximum. Alors, je vais faire un petit focus sur 2-3 appels à projets pour que vous compreniez la philosophie. Là, on est sur résilience. Donc, c'est l'appel à projet le plus sélectif du plan de relance, à peu près 4% de lauréats. Je vous le disais tout à l'heure, 600 millions d'euros sur 2020-2022. La logique de cet appel à projet, c'est de soutenir les filières stratégiques françaises pour lesquelles on a besoin de gagner en indépendance et pour lesquelles on doit créer des activités qui finalement n'existaient plutôt en France aujourd'hui ou de manière trop marginale. Donc les filières qui sont particulièrement concernées, ce sont celles de la santé, la filière électronique, tout ce qui peut concerner l'agroalimentaire et l'alimentation de demain, notamment les ingrédients qui sont clés pour la filière agroalimentaire, et tout ce qui peut concerner aussi les intrants essentiels à l'industrie. Donc, au niveau des types de projets qu'on peut présenter à cet appel à projet, on est sur des sujets de création de nouvelles unités de production, d'extension des capacités de production, de modernisation, et aussi sur le développement de procédés technologiques innovants. Ce qui veut dire qu'on peut à la fois présenter des projets d'investissement sur cet appel à projet, mais aussi des projets d'innovation. Donc on peut très bien construire des dossiers à tiroir avec à la fois des projets innovants qui vont utiliser certaines réglementations d'aide publique à l'innovation et des sujets d'investissement qui peuvent par exemple utiliser ce régime Covid-19. Alors je précise, parce que j'ai oublié de vous dire, que pour être éligible à ce régime Covid-19, il faut avoir été impacté par la crise. Alors être impacté par la crise, c'est une notion, encore une fois, qui se discute, mais c'est des fois dire qu'on a mobilisé un PGE, qu'on a pu avoir des tensions de trésorerie. Ça peut être évidemment de démontrer que l'activité, le chiffre d'affaires a été directement impacté par la crise. Ça peut être aussi d'expliquer qu'on a dû réorganiser le travail dans la société, mettre en place du chômage partiel, etc. Voilà, ça se discute, mais cet impact crise, il est primordial pour être éligible à ce régime. Un deuxième appel à projet sur lequel nous avons beaucoup travaillé, nous chez ABF Décision aussi, c'est l'appel à projet territoire d'industrie, qui est doté de 400 millions sur 2020-2022 et qui là ne permet pas d'aller soutenir des projets d'innovation, mais vraiment des projets d'investissement industriel. Et là, c'est vraiment l'impact de l'activité et l'impact du projet sur son territoire qui va intervenir fortement dans la sélection du dossier. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que par ce projet d'investissement, on va, si possible, créer de l'emploi. La pérennisation de l'emploi ne sera certainement pas suffisante pour être sélectionné. Qu'on va aussi développer ses savoir-faire, faire travailler peut-être un tissu de partenaires sur le territoire. Enfin, voilà, il va falloir démontrer cet impact territorial du projet. Là, un troisième dispositif qui concerne la mieux-disance environnementale des entreprises, c'est l'appel à projet décarbonation de l'industrie pour les projets inférieurs à 3 millions d'euros. Alors, il y en a d'autres pour les très gros projets. C'est un appel à projet qui est à destination des entreprises industrielles.
qui fonctionne sous forme de subvention, comme les autres appels à projets du plan de relance jusqu'à présent. Peut-être que ça évoluera, étant donné la consommation des enveloppes de l'État, mais pour l'instant, on est plutôt en subvention. Et on est sur des aides qui permettent de cofinancer tout ce qui peut permettre de réaliser des consommations d'énergie dans l'activité industrielle. Donc, je vous ai mis quelques exemples. C'est par exemple tout ce qui permet d'avoir du contrôle, de la gestion intelligente de l'énergie dans le process industriel. Donc, des échangeurs thermiques, par exemple, qui permettent de récupérer de la chaleur, qui permettent de récupérer de l'énergie sur les équipements. C'est du matériel de régulation qui permettent d'augmenter les performances énergétiques des fours, des chaudières, des séchoirs. C'est du matériel de mesure ou d'enregistrement voilà, qui permet de gérer de manière plus intelligente les installations. Là encore, le régime Covid est mobilisable, mais l'État a souhaité qu'on soit sur des taux d'intervention un petit peu moins élevés que les 80%, donc on peut potentiellement bénéficier de 10 à 50% de subventions sur ce dispositif-là. Si j'ai encore quelques minutes, je vais faire vite, juste 2-3 minutes pour vous présenter quelques cas concrets. Je pense que ça illustrera bien tout ce que je viens de dire. Alors là, on a un premier client, nous, pour lequel on a travaillé ces derniers mois et qui a été lauréat de l'appel à projet territoire d'industrie dans la région. C'est le groupe Augeux, je pense que vous connaissez tous. Et qui en fait a un projet d'investissement d'une ligne d'embouteillage en canette. Et donc, des impacts projets qui ont fait que ce projet-là a été sélectionné, c'est à la fois le volet recyclage des canettes aluminium. On est sur des emballages pour l'agroalimentaire qui sont fléchés dans un certain nombre de dispositifs parce qu'en fait, on est sur des filières de recyclage qui fonctionnent très bien. On est aussi sur un projet qui va avoir un impact en termes d'emploi, puisqu'il y avait plus d'une dizaine de créations d'emplois de prévues. Et on est voilà, sur un acteur qui est localisé dans les Pyrénées-Atlantiques, sur un territoire pour lequel il est l'un des gros acteurs industriels et du coup sur lequel il y a un impact fort au niveau territorial. Donc le projet global, c'était environ 5,5 millions, sur lequel du coup les 800 000 euros en subvention vont représenter 15% du budget global. Un deuxième cas, qui n'est pas dans la région, mais pour lequel on a des expériences similaires en région, c'est une activité d'exploitation de carrière pour lequel, alors ça fait des années qu'on travaille maintenant pour ce client, pour lequel on a mobilisé différentes aides aux investissements dans le temps, à la fois sur les investissements de broyage, voilà, qui est ma carrière, donc on est plutôt sur des sujets d'investissement classiques, mais aussi beaucoup sur des sujets d'impact environnemental et notamment sur la ressource en eau des projets. Donc c'est par exemple une société qui a mis en place, acquis une presse à bout qui lui permet d'utiliser en circuit fermé une grande partie de l'eau qui est mobilisée dans son process d'extraction, dans son process de réaménagement des carrières. Et donc, on est sur des économies d'eau qui sont très significatives et qui ont pu être valorisées auprès de l'agence de l'eau. Donc là, vous le voyez, en termes de taux d'aide publique, on est autour d'1 million d'euros à obtenir là, en subvention. Nous avions sur un précédent projet mobilisé 1,3 million sur un projet voilà, de 5,4 millions précédemment, ça c'était la presse à bout. Et donc voilà, on est sur des impacts d'aide publique qui sont significatifs. Un dernier exemple, un domaine viticole pour lequel nous avons obtenu en fin d'année dernière une subvention, là encore, qui est significative, qui représente 25% du budget engagé. On était sur un projet global de réhabilitation d'un chai, de construction de nouveaux bâtiments de conditionnement, de stockage et d'achat de matériel de vinification. Et là, on est sur un travail de fourmi pour nous, où finalement l'intitulé des devis
Le caractère environnemental des équipements choisis, je vous l'ai dit, est très fort sur ces aides France Agrimaire. Donc il y a tout un travail de vérifier que les devis sont bien intitulés par les fournisseurs, tout un travail sur la présentation des projets immobiliers, où en fait, sur ces aides-là, quand on est sur de la rénovation, mais on n'a pas du tout les mêmes taux d'aide publique que quand on est sur de la construction. Et donc il y a eu voilà, tout un travail de notre part pour aller chercher le maximum sur un dossier de ce type-là. Voilà, j'en ai terminé. Donc, comme le disait Caroline, je vous mettrai à disposition ce support et je suis à votre disposition si vous avez des questions.